sont très suivis, en tout cas sont très concrets. Le dernier était un peu difficile sur les questions de le maire employeur. J'avoue que ça doit dégager des aspects que personnellement je n'avais pas tous aussi largement confrontés. Mais c'était un enrichissement, je crois, pour tout le monde. Et peut-être bien qu'il faudra que nous diffusions bien les tableaux qui résument les interventions de l'intervenant. C'est prévu, hein, Cyrielle. On a les Oui, supports oui, et il voilà, a été envoyé à tous les participants et même ceux qui s'étaient inscrits et qui n'avaient pas pu le suivre, oui. et les vidéos sont les visios sont toutes enregistrées. Donc pour les retardataires ou ceux qui n'auront pas pu être disponibles, ils pourront revoir en replay toutes les visios qu'on a organisées ensemble. Très bien, merci. On y va? Allez. Moi, je suis prêt. Je vais juste. Vous allez me dire si le partage de mon écran fonctionne. Hop. Mince. Là. Est-ce que le partage fonctionne? C'est bon. Bon. Bon, bah écoutez, si vous me dites, si je démarre, j'y vais. Allons-y. Bon. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, je suis Claude Barneron, géomètre expert dans la Drôme. Et Oui, pardon, j'aurais dû vous présenter. On y va de tout de go. Je suis désolée. Allons-y. Pardon. Je me présente moi-même, donc géomètre expert urbaniste dans la Drôme, donc géomètre expert de formation, mais en fait urbaniste de pratique, puisque j'élabore ou je révise des documents d'urbanisme depuis un peu plus de 20 ans dans les secteurs de la Drôme et de l'Ardèche. Voilà, donc c'est pourquoi je vais vous exposer ce soir un petit peu quels sont les outils principaux qui sont à votre disposition en matière de planification urbaine ou de planification réglementaire. Donc le contenu de la présentation, après une petite introduction, j'aborderai les grandes notions d'urbanisme réglementaire. Ensuite, vraiment le corps de la présentation va concerner le PLU et le PLU intercommunal. Et enfin, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Donc, l'introduction, ce sont vraiment des rappels de base, mais ça me semble nécessaire et important, tout d'abord pour bien comprendre la suite, et également parce que je suppose que parmi vous, il y a de nouveaux élus, ou même s'il y a d'anciens élus, peut-être que ces documents-là ne vous sont pas familiers, donc je préfère bien repartir des fondamentaux pour que tout soit bien clair. Donc, les principaux documents dont on va parler aujourd'hui sont le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et le plan local d'urbanisme. Plan local d'urbanisme qui peut être éventuellement intercommunal, mais qu'il soit intercommunal ou communal, le plan local d'urbanisme reste un plan local d'urbanisme et c'est le même document. Donc, le schéma de cohérence territoriale, il est de la compétence d'un syndicat mixte qui regroupe plusieurs EPCI ou communes, puisque c'est un mélange des deux, en fait, encore que aujourd'hui, avec la loi NOTRe qui est passée par là, normalement, on ne doit plus trouver de communes qui ne sont pas dans un EPCI. Donc, un syndicat mixte de SCOT va regrouper plusieurs EPCI. Le PLU, quant à lui, relève de la compétence de la commune ou de l'intercommunalité si le PCI est compétent en matière de PLU. Un autre document qu'il est important de connaître, surtout dans vos territoires, j'imagine qu'un certain nombre de communes utilisent cet outil, donc la carte communale, qui relève également de la compétence de la commune, et la carte communale ne peut être que communale, elle ne peut pas être intercommunale. C'est un document tout à fait similaire au PLU, c'est un document d'urbanisme hein, qui est similaire au PLU, mais qui est simplifié, très fortement simplifié, puisque
Vous allez voir tout à l'heure que quand on va aborder le contenu du PLU, il y a un certain nombre de pièces assez complexes. Dans la carte communale, il y a seulement un rapport de présentation et une cartographie qui délimite les secteurs constructibles et les secteurs inconstructibles de la commune. Ces deux documents, carte communale ou PLU, étant similaires, en fait, c'est la commune qui va choisir librement entre l'un ou l'autre des outils. En fait, la carte communale étant très très simplifiée, ben forcément son pouvoir est relativement limité également. Donc, on va choisir la carte communale dans des secteurs, dans des communes où la pression foncière est plutôt faible, où le nombre de permis de construire est peu important chaque année, alors que si on a une réalisation de nombreuses constructions chaque année, l'outil PLU est quand même plus adapté puisqu'il va permettre d'établir un véritable règlement adapté au territoire et au contexte. Donc voilà pour cette petite digression concernant la carte communale. On ne l'évoquera pas beaucoup au cours de cette présentation. C'est un document qui est similaire au PLU et dont le contenu est très très simple. Donc il n'y a pas vraiment lieu de s'y appesantir dessus. Et quand on est en carte communale, dans la mesure où on n'a pas de règlement spécifique dans ce document-là, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. Le règlement national d'urbanisme, c'est un ensemble de 20-25 articles que l'on trouve dans le code de l'urbanisme. Donc, ce sont des règles de base qui sont les mêmes pour tout le territoire national, donc règlement national d'urbanisme. Quand on n'a qu'une carte communale comme document local de planification, c'est le RNU qui s'applique. Donc, le schéma de cohérence territoriale, le PLU, c'est plan local d'urbanisme, la carte communale, on vient de voir, document similaire au PLU. Il est important de savoir que ces trois documents de planification ne sont pas obligatoires. Vous n'avez aucune obligation de mettre en place ces documents. C'est totalement à la discrétion de la collectivité ou des collectivités concernées de décider ou non de la mise en place de ces documents. Bon, on verra un peu plus loin que l'absence de SCOT entraîne une gêne assez importante en fait pour l'évolution des documents d'urbanisme que sont les PLU et les cartes communales, puisque en l'absence de SCOT, on verra, il y a un frein important à l'ouverture de nouvelles zones à la construction. Donc même si, comme je vous le dis, ces documents ne sont pas obligatoires, l'imbrication et les impacts des documents les uns par rapport aux autres font que bien souvent, le SCOT il est rendu nécessaire parce que en l'absence de SCOT, c'est compliqué de faire évoluer les documents d'urbanisme locaux sur sa commune. Donc, il est important aussi de bien comprendre les différences fondamentales qui existent entre le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme. Le schéma de cohérence territoriale, et son nom est assez explicite, il a pour objet d'assurer une cohérence entre les projets de territoire. Si on fait un petit peu d'histoire, avant le PLU, nous avions les POS, les plans d'occupation des sols, qui ont été créés par la loi d'orientation foncière, je crois bien en 67, et les POS, ainsi que les premiers PLU, étaient des documents d'urbanisme uniquement communaux. C'est-à-dire que chaque commune qui le souhaitait pouvait élaborer son POS ou son PLU. C'est encore le cas aujourd'hui pour un PLU, si on ne se trouve pas dans un EPCI qui est compétent en matière de PLU, c'est chacune des communes qui a la possibilité d'élaborer son PLU. Donc, que se passe-t-il? Chaque commune va élaborer un projet de territoire, mais à l'échelle de son petit territoire communal, sans obligatoirement prendre en compte les projets de territoire de la commune voisine ou des communes voisines ou de l'ensemble des communes périphériques. Donc, le résultat était que il peut y avoir des distorsions et des aberrations dans les projets de territoire de chacune des communes. Donc, le législateur a souhaité apporter un outil qui permette une mise en cohérence des politiques locales à l'échelle de chaque commune. Le SCOT a été créé pour ça, schéma de cohérence territoriale. Il est là pour apporter des grandes orientations qui vont être opposables aux documents d'urbanisme locaux, donc les PLU, PLUI et cartes communales, pour assurer cette cohérence. Il n'est pas du tout opposable, le SCOT, au permis de construire, au permis d'aménager, enfin à toutes les autorisations du droit des sols. Il est vraiment là pour assurer la cohérence entre PLU, PLUI, carte communale sur les différentes communes de son périmètre.
Le PLU, quant à lui, plan local d'urbanisme, en revanche, sa finalité même, c'est de permettre l'instruction du droit des sols, donc permis de construire, permis d'aménager, etc. Donc, on va le voir plus loin, mais le PLU, il est construit, il est constitué d'un ensemble de règles assez précises qui permettent l'instruction du droit des sols. Et en outre, le PLU ou la carte communale doivent être compatibles avec le SCOT, puisque l'objet du SCOT, c'est justement d'assurer une cohérence entre les documents d'urbanisme. Donc, il est là pour faire respecter certaines grandes orientations. Donc, le SCOT, la carte communale, doivent être compatibles avec les orientations du SCOT. Donc, si on rentre dans le détail, le SCOT étant là pour assurer une cohérence entre les documents d'urbanisme locaux, PLU, carte communale, PLUI, il va se limiter à donner de grandes orientations pour l'aménagement d'un territoire assez vaste, hein, puisque au minimum, un SCOT doit couvrir le périmètre de 2 EPCI. Donc, on ne va pas trouver des règles précises à la parcelle dans un SCOT. Le PLU, en revanche, lui, même s'il porte également un projet de territoire, il est surtout là pour permettre l'instruction du droit des sols. Donc, il va contenir, il va porter des prescriptions réglementaires détaillées à l'échelle de la parcelle. Pour chaque parcelle cadastrale d'une commune, s'il existe un PLU, on est capable de dire quelles sont précisément les règles applicables à cette parcelle. Les règles contenues dans le PLU sont identifiables parcelle par parcelle. Dans un SCOT, ce sont de grandes orientations sur des territoires vastes, orientations qui vont concerner le développement économique, le développement de l'habitat, la protection de certaines zones naturelles ou agricoles, etc. etc. Donc, ce sont vraiment deux documents qui ont des objets différents. Le PLU est là pour donner des règles à la parcelle pour l'instruction du droit des sols. Le SCOT est là pour assurer une certaine cohérence entre les différents PLU. Ensuite, forcément, ils n'ont pas la même portée juridique, hein, le SCOT et le PLU. Là, par exemple, le principe fondamental qui montre qu'ils n'ont pas la même portée, c'est que si sur votre territoire il n'y a qu'il n'y a pas de PLU, ni carte communale, votre territoire, l'instruction du droit des sols sur votre territoire sera soumise au règlement national d'urbanisme que j'ai évoqué à l'instant et au principe de constructibilité limitée. Ce principe, qu'est-ce qu'il dispose? En fait, il dit qu'il n'est pas possible d'accorder des constructions nouvelles en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Donc, les parties actuellement urbanisées, c'est les bourgs, les villages, les hameaux, et éventuellement peuvent être considérés comme parties actuellement urbanisées des ensembles, des groupes de construction qui sont suffisamment proches pour pouvoir être définis comme une partie actuellement urbanisée. Donc voilà, si vous n'avez pas de document d'urbanisme, donc ni PLU ni carte communale, votre territoire est soumis au RNU, Règlement national d'urbanisme, et au principe de constructibilité limitée. Ça veut dire que les permis de construire, d'aménager, les déclarations préalables vont être instruits sur cette base très restrictive, hein, et sont surtout délivrés par le préfet. Parce qu'en l'absence de document d'urbanisme, le maire n'a pas la compétence pour délivrer les permis. C'est le préfet qui a cette compétence. Et cette diapo est là pour vous montrer qu'il n'y a pas la même portée juridique. Cette situation, même s'il y a un SCOT sur votre territoire, elle ne change pas. Le SCOT ne changera pas le fait que c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique et que le principe de constructibilité s'applique et que le préfet délivre les permis et non pas le maire. Le SCOT, lui, il est là pour assurer une cohérence sur les PLU. S'il n'y a pas de PLU sur votre commune, on continue à instruire les permis avec le RNU, même s'il y a un SCOT. Que se passe-t-il en absence de SCOT? Je vous indiquais tout à l'heure que, certes, ces documents ne sont pas obligatoires, mais en l'absence de certains d'entre eux, par exemple, en l'absence de carte communale ou de PLU, on est quand même dans une situation assez restrictive, puisque le règlement national d'urbanisme, c'est des règles assez générales qui ne sont pas adaptées à votre territoire, et en plus, on a le principe de constructibilité limitée qui est quand même bloquant. Et pour finir, c'est le préfet qui délivre les permis. Donc, même si le PLU ou la carte communale ne sont pas obligatoires, on voit qu'en leur absence, la gestion du droit de l'urbanisme n'est quand même pas excessivement intéressante et adaptée au territoire. De la même manière, en l'absence de SCOT, on va rencontrer certaines difficultés. Pour tous les territoires qui ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale,
vous ne pourrez pas ouvrir dans les PLU, vous ne pourrez pas ouvrir à l'urbanisation des zones naturelles ou agricoles dans un PLU à l'occasion d'une révision, par exemple. De la même manière, vous ne pourrez pas agrandir les secteurs constructibles de la carte communale à l'occasion d'une révision de cette carte communale, etc., etc. Bon, certes, il existe des dérogations à cette interdiction, hein, mais dérogation assez difficile à obtenir. Elle est délivrée par le préfet, mais de manière très stricte, puisque c'est une dérogation qui est donnée après avis de la commission des sites. Donc voilà, en l'absence de SCOT, le développement de l'urbanisme de vos PLU ou de vos cartes communales est assez restreint. Et on l'a vu, en l'absence de PLU, la délivrance des permis est quand même contrainte parce que, voilà, parce que j'ai évoqué là. Donc, certes, SCOT, PLU, carte communale ne sont pas obligatoires, mais on voit qu'en l'absence de ces documents, bah, les difficultés sont un petit peu plus grandes pour gérer la constructibilité. Donc, c'est vrai que pour des territoires où il y a très peu de permis de construire par an, c'est pas un problème. Dans les communes où on atteint un nombre de permis déjà plus conséquent, ça peut être plus compliqué. Donc voilà un petit peu les conséquences ou plutôt le mode de gestion des territoires en l'absence de PLU ou en l'absence de SCOT. Donc après avoir fait cette petite introduction pour rappeler les éléments de base concernant le SCOT, le PLU, la carte communale, il est important d'aborder les grandes notions de planification urbaine, qui sont des notions qui vont s'imposer aux documents d'urbanisme de vos territoires. Donc tout d'abord, la hiérarchie des normes. Hiérarchie des normes supérieures, supérieures au SCOT et au PLU. Déjà, vous avez pu prendre conscience que le PLU, c'est le document d'urbanisme de base qui s'applique au territoire communal ou intercommunal, et que au-dessus de ce PLU, on trouve éventuellement un SCOT qui vient chapeauter le PLU ou les PLU qui se trouvent dans son territoire. Donc on sent déjà là qu'il y a une notion de hiérarchie. Le SCOT va s'imposer au PLU puisque le PLU doit être compatible avec le SCOT. Donc voilà le premier niveau de cette hiérarchie des normes, mais il y en a d'autres, on va les voir. Et ensuite, je vous parlerai de l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, qui est le cahier des charges que doivent respecter les SCOT et les PLU. Donc la hiérarchie des normes. On part théoriquement, le territoire est couvert par un SCOT, donc le PLU doit être compatible avec le SCOT, on l'a vu tout à l'heure, et le SCOT, lui, il a le rôle d'intégrer en fait toutes les normes supérieures en étant soit compatible avec certaines d'entre elles, donc avec loi montagne, loi littorale, certains schémas régionaux d'Île-de-France, d'Outre-mer, le PADD de Corse, etc. Il doit être compatible également avec les chartes des parcs naturels, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Il doit être compatible avec les orientations du SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ou avec le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Il doit aussi prendre en compte, être compatible avec les orientations des directives de protection et de mise en valeur des paysages, donc documents un petit peu plus rares, mais qui existent malgré tout. Il doit être compatible avec les plans de gestion des risques d'inondation et avec les dispositions liées aux zones de bruit des aérodromes. Donc voilà, le SCOT, lorsqu'il existe, il doit intégrer toutes ces normes supérieures et être compatible avec elles. Donc, lorsque le SCOT est présent, c'est aussi un avantage en plus de ceux qu'on a vus tout à l'heure. L'avantage, c'est que le PLU devant être compatible avec le SCOT, le PLU sera automatiquement compatible avec l'ensemble de ces normes supérieures. Donc ça simplifie un petit peu les rapports de compatibilité pour le PLU. Donc, il y a une autre, donc cette hiérarchie des normes, il y a un premier étage, l'obligation de compatibilité, mais on a aussi une obligation de prise en compte. Prise en compte de certains documents, notamment le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, les fameux SRADET dont on commence à entendre parler et qui sont des choses qui ont un impact fort sur les documents d'urbanisme locaux. Ensuite, on doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. Donc, ces schémas régionaux de cohérence écologique, ce sont en fait les trames vertes et bleues qui ont été mis en place dans chaque région après les lois Grenelle 1 et 2. Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine également,
programme d'équipement de l'État des collectivités territoriales, les schémas régionaux des carrières et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. Enfin, troisième et dernier étage, obligation de respect. Obligation de respect des lois qui sont vraiment liées à l'aménagement et notamment des articles L101-1 et L101-2 du Code de l'urbanisme. C'est d'ailleurs cet article L101-2 que je souhaite vous présenter dans le détail, puisque, comme je vous le disais, c'est le cahier des charges que vous devrez respecter, ou plutôt que votre PLU ou que votre SCOT devra respecter si vous en mettez un en place. Petite parenthèse, pourquoi certains des documents présentés ici dans l'obligation de prise en compte sont en rouge? Donc, schéma régional de développement de l'aquaculture marine ou schéma départemental d'accès à la ressource forestière, c'est parce qu'une ordonnance, oui, c'est une ordonnance qui est parue le 17 juin 2020, là, il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Cette ordonnance modifie quelque peu cette hiérarchie des normes et notamment, elle supprime l'obligation de prise en compte de ces deux schémas, aquaculture marine, ressources forestières, sauf que cette disposition n'entre en vigueur que pour les SCOT qui seront élaborés à partir du 1er avril 2021. Donc voilà, je le laisse pour l'instant, mais je le surligne en rouge pour penser à évoquer le fait que dans quelques temps, ça ne sera plus une obligation de prise en compte. Attends, je vais attraper de quoi boire un petit peu. Sinon, je ne pourrais pas parler jusqu'au bout. Alors, donc on vient de voir les règles concernant la hiérarchie des normes pour le SCOT. On a un petit peu la même chose pour le PLU, sauf que c'est un petit peu plus simple, surtout s'il y a un SCOT, puisque dans le cas où un SCOT est présent sur votre territoire, le PLU devra être compatible avec le SCOT, ça on l'a déjà vu, et avec seulement voilà, ces 4 documents-là, schéma de mise en valeur de la mer, s'il existe quand on est au bord de la mer, le plan de mobilité, le programme local de l'habitat et les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Ensuite, le PLU devra prendre en compte le plan climat, air, énergie territoriale, s'il existe également, et le schéma départemental d'accès à la ressource forestière. Bon, on verra, on aurait pu mettre ça en rouge également, schéma départemental d'accès à la ressource forestière, puisque toujours dans cette ordonnance du 17 juin, cette obligation de prise en compte disparaît. Ça, c'est ce qui se passe dans le cas où il existe un SCOT. En l'absence de SCOT, le PLU devra être compatible ou prendre en compte, en fait, l'ensemble des normes supérieures que j'ai évoquées ici, donc compatible avec ces documents-là, prise en compte de ces documents-là. D'où l'intérêt, encore une fois, l'autre intérêt de la présence d'un SCOT, c'est que le PLU n'aura à être compatible qu'avec le SCOT ou avec quelques documents seulement si le SCOT existe, ce qui simplifie la rédaction du document. Donc ensuite, comme on l'a vu, obligation de respecter les articles L101-1 et L101-2 du Code de l'urbanisme. Le L101-1, je n'en parle pas, c'est un document un article, assez général qui dit en résumé, le territoire est le bien commun de la nation et chaque collectivité doit le gérer de manière, en un sens, doit le gérer en bon père de famille. C'est assez généraliste. En revanche, le L101-2, c'est un véritable cahier des charges. J'évoque ce terme cahier des charges car c'est vraiment comme quand vous lancez un appel d'offres, vous avez un cahier des charges pour décrire l'ouvrage que vous souhaitez ou l'étude que vous souhaitez voir réalisée. Là, c'est la même chose. L'article L101-2, c'est vraiment le cahier des charges que devra respecter le SCOT ou le PLU selon ce que vous êtes en train d'élaborer. Donc, cet article, c'est un petit peu l'article qui a permis aussi l'intégration du développement durable dans le Code de l'urbanisme. Avant, le développement durable n'était pas forcément une notion, présente clairement et officiellement dans le Code de l'urbanisme. Là, c'est vraiment une introduction du développement durable. Donc cet article, je vous l'ai reproduit dans les 3 diapositives suivantes, puisque c'est un article
important, je l'ai quasiment reproduit dans son intégralité, ou presque, et il commence donc par ces mots-là, hein, dans le respect des objectifs du développement durable, les collectivités publiques, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme. Donc, quand vous faites un PLU ou un SCOT, vous faites bien de l'urbanisme, vous devez viser à atteindre les objectifs suivants. Le premier objectif est une recherche d'équilibre, un équilibre entre votre développement, puisque si vous faites un PLU, c'est que vous cherchez à organiser le développement urbain, les logements, les activités économiques, les emplois. Donc, certes, vous avez la possibilité de le faire, puisque même on va voir hein, plus loin que vous devez assurer les ressources suffisantes pour permettre de loger toute la population actuelle et future, de créer les emplois suffisants, etc. Donc, le développement est vraiment inscrit dans cet article. C'est prévu, votre document d'urbanisme doit permettre le développement. Mais vous devez rechercher un équilibre permanent dans les objectifs de votre PLU, un équilibre entre ce développement et une utilisation rationnelle, économe des espaces naturels, agricoles, etc. Un équilibre aussi avec la préservation du patrimoine culturel, des ensembles urbains de qualité, etc. Donc, vous devez veiller à, certes, développer votre commune, mais de manière équilibrée, en prenant en compte ces notions-là de lutte contre l'étalement urbain, de préservation de la biodiversité, etc. Donc ça, c'est la première notion, une recherche d'équilibre. Ensuite, les objectifs que vous devez chercher à atteindre sont aussi des objectifs de qualité urbaine, architecturale, paysagère, notamment des entrées de ville. En troisième lieu, une notion plus complexe, enfin plus complexe, c'est une notion plutôt de diversité, de mixité des fonctions, diversité des fonctions urbaines, c'est-à-dire il faut éviter de faire de la planification en faisant des secteurs monospécifiques, en disant, ben voilà, l'habitat, on va regrouper l'habitat ici, on va regrouper les activités économiques dans un autre secteur de la commune, et on va regrouper les commerces dans un autre endroit. Tout ça, c'est ce qui est fait à une certaine époque dans les POS et certains PLU anciens. Ça génère beaucoup de besoins de déplacement et ce n'est pas forcément très bénéfique en termes de lien social. On a des fonctions très spécifiques et puis surtout, il n'y a pas de mutualisation de certains équipements. Par exemple, les stationnements des zones commerciales ne peuvent pas servir également aux zones d'habitat puisqu'elles se trouvent complètement à l'opposé de la commune. La même chose pour les réseaux, pour les voiries. Donc, voilà, cette troisième notion que porte l'article L101-2, c'est une question de diversité de fonctions, de mixité sociale dans l'habitat. Et vous devez quand même, et ça encore, c'est bien inscrit, vous avez le devoir de développer votre commune en prévoyant les capacités de construction suffisantes pour satisfaire les besoins en termes de logement de l'ensemble de la population actuelle et future, et en prévoyant et en permettant plutôt l'ensemble des modes d'habitat. Les modes d'habitat aujourd'hui se diversifient, le PLU doit permettre cette diversité des modes d'habitat. On doit satisfaire aussi aux besoins d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles, etc. Vous devez aussi tenir compte dans le développement de votre territoire des objectifs de répartition équilibrés géographiquement de l'emploi, de l'habitat, des commerces, c'est ce qu'on disait au début, un petit peu la diversité des fonctions. Et l'objectif aussi qui doit être sous-jacent de toutes ces recherches d'équilibre, c'est d'essayer de diminuer les besoins de déplacement motorisé. Puisqu'on sait que les déplacements sont une part à peu près d'un tiers dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour terminer sur cet article L101-2, encore quelques notions que les PLU, les SCOT ont l'obligation de prendre en compte et de mettre en œuvre. Donc, c'est assurer la sécurité et la salubrité publique, assurer la prévention des risques naturels, technologiques, etc., assurer la protection des milieux naturels, la préservation de la qualité de l'eau, de l'air, etc. Lutte contre le changement climatique et aussi faire en sorte que le développement urbain que vous allez promouvoir permettra un accueil de l'ensemble des personnes, y compris celles qui sont en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Donc voilà pour ce cahier des charges qui est, j'ai peut-être passé un peu de temps dessus, mais c'est vraiment comment dire, l'obligation principale
que vous devez prendre en compte si vous voulez que votre document d'urbanisme soit légal. Mais d'un autre côté, pourquoi j'insiste aussi sur ce cahier des charges, c'est parce que ce cahier des charges parle du développement urbain, certes développement urbain maîtrisé, mais il parle du développement, de la revitalisation des centres-bourgs urbains et ruraux, de l'équilibre des populations des zones urbaines et rurales. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que bien souvent, depuis une dizaine d'années, quand on élabore, quand on révise un PLU, les personnes publiques associées, les services de l'État sont très restrictifs sur le développement. Le seul mot qu'ils pensent ou les seules remarques qu'ils pensent à faire, c'est sur la protection des espaces agricoles et naturels. Ils ont raison de le faire, mais ils oublient que vous avez le devoir et le droit de rechercher un équilibre entre le développement et la préservation des espaces. Donc, un projet de PLU, ce n'est pas que la préservation des espaces, c'est aussi le développement urbain maîtrisé de votre commune. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête. Le code de l'urbanisme vous permet le développement de votre commune. Donc, si on aborde maintenant le sujet principal qui nous intéresse, on verra un petit peu rapidement à la fin le SCOT, son contenu, mais ce qui est vraiment l'objet qu'une commune va être amenée à élaborer ou à réaliser, soit dans le cadre communal, soit dans le cadre intercommunal, c'est bien le PLU, plan local d'urbanisme. C'est pourquoi, en matière de planification urbaine, j'ai souhaité insister sur ce document-là. Donc, on va aborder les compétences, le périmètre, le contenu du PLU et rapidement, on verra quelle est la procédure d'élaboration et quelles sont les autres procédures qui existent pour faire évoluer son document d'urbanisme. Alors, tout d'abord, peut-être qu'il faut commencer à clarifier cette question. Pourquoi on trouve des PLU communaux et des PLU intercommunaux? À l'origine, tout à l'heure, j'évoquais un petit peu d'histoire, le POS, plan d'occupation des sols, et les premiers PLU également, c'était des documents 100% communaux et ils n'avaient pas d'autre possibilité que de s'appliquer au territoire communal. C'est les lois Grenelle 2 qui ont posé le principe du PLU intercommunal, mais sans le rendre obligatoire. Ce n'est que la loi ALUR qui a transformé ce principe en obligation, ou presque. On va voir pourquoi ou presque. Donc la loi ALUR, elle a dit, le PLU doit être intercommunal. Alors cette loi ALUR qui a été votée le 27 mars 2014, elle disait que 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi, donc le 27 mars 2017, tous les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, qui n'étaient pas déjà compétents en matière de PLU, tous ces EPCI, le 27 mars 2017, vont acquérir automatiquement la compétence PLU. Et ça, c'était en théorie seulement, puisque la loi comportait aussi un article qui donnait la possibilité d'une minorité de blocage. Donc cette minorité de blocage, c'était un vote, en fait, à l'intérieur du périmètre de l'EPCI, de l'établissement public de coopération intercommunale, donc communauté d'agglo, communauté de communes. Il fallait que au moins 25% des communes, donc un quart des communes représentant au moins 20% de la population, délibèrent pour s'opposer à ce transfert. Et si ce quorum de 25%, 20% était atteint, le transfert de compétences de PLU n'était pas opéré de la commune vers l'EPCI. Donc ça, c'était en 2017. Donc à cette occasion-là, certaines communautés de communes ont basculé et ont pris la compétence, d'autres ne l'ont pas prise. Donc aujourd'hui, on rencontre des EPCI qui sont compétents en matière de PLU, d'autres qui ne le sont pas. À titre d'exemple, dans la Drôme, c'est à peu près un quart seulement, je crois, hein, si je ne me trompe pas, un quart des EPCI, je crois qu'il y en a 4 sur 16 qui sont compétents en matière de PLU. Alors, il est important de savoir que la loi ALUR a prévu que ce transfert automatique de la compétence PLU, il va se refaire automatiquement à l'occasion de chaque renouvellement municipal. Donc là, le 28 juin dernier, donc il n'y a pas très longtemps, renouvellement des équipes municipales. Donc on est dans ce cas-là, la loi ALUR nous dit qu'au 1er janvier 2021, donc au premier jour de l'année qui suit l'élection du président de l'EPCI, suite aux élections municipales, donc le 1er janvier 2021, automatiquement, tous les EPCI vont
prendre la compétence PLU. Mais c'est encore en théorie, puisque la minorité de blocage existe toujours. C'est-à-dire que entre le, pardon, j'ai lancé trop vite, entre le 1er octobre au 31 décembre 2020, vous avez la possibilité de délibérer pour voter et vous opposer à ce transfert de compétences. Pour que ce transfert de compétences n'ait pas lieu, il faut qu'on ait le même quorum qu'évoqué ici-dessus, donc 25% des communes représentant 20% de la population. Donc voilà, vous allez avoir à réfléchir à ces questions-là à l'automne. Est-ce qu'on transfère la compétence PLU à l'EPCI ou est-ce qu'on la garde au niveau communal? Donc, les diapos suivantes vont permettre de prendre conscience de des conséquences en fait du PLU intercommunal. Tout d'abord, le périmètre d'un PLU ou d'un PLUI, il est forcément sur l'intégralité du territoire auquel il s'applique. Donc, si c'est un PLU intercommunal, celui-ci doit couvrir l'intégralité du territoire de l'EPCI. Donc, si vous êtes une communauté de communes ou communauté d'agglo de 60 communes, il doit couvrir les 60 communes. En revanche, le PLU communal, lui, il va s'appliquer à l'intégralité du territoire de la commune, à condition que cette commune ne soit pas membre d'un EPCI compétent en PLU. Depuis la loi Elan, donc c'est assez récent, une possibilité a été donnée aux EPCI de plus de 50 communes de couvrir le territoire intercommunal par plusieurs PLUI. Donc, l'intégralité, la couverture intégrale du territoire reste une obligation, mais on peut couvrir son EPCI par plusieurs PLUI. Ce qui veut dire que vous pouvez aller rechercher des territoires homogènes, plus petits, plus cohérents, où il sera plus facile de travailler en commun pour élaborer un PLUI plus restreint. Mais il faudra qu'il y ait suffisamment de PLUI pour couvrir l'intégralité du territoire de l'EPCI. Donc, je pense que ça, vous l'avez bien compris. La compétence pour élaborer le PLU intercommunal, c'est un EPCI compétent en matière de PLU. Et la compétence pour élaborer un PLU communal, c'est la commune, à condition que cette commune ne soit pas située dans un établissement public intercommunal, de coopération intercommunale, pardon, compétent en matière de PLU. Important, la dernière phrase de cette petite diapositive, c'est que c'est la même chose pour toutes les procédures d'évolution du PLU ou du PLUI. Donc, modification, révision, mise en compatibilité, etc. Donc, si vous êtes dans un territoire d'un EPCI qui a la compétence en matière de PLU, même si cet EPCI n'a pas encore élaboré de PLU intercommunal, il se peut qu'il existe dans son périmètre des communes qui sont déjà pourvues d'un PLU communal. Si cette commune veut faire évoluer son PLU communal par une modification, une mise en compatibilité, elle ne pourra pas le faire. Seul l'organisme, le conseil communautaire, sera compétent pour lancer une modification du PLU communal qui existe dans son périmètre. Donc, à partir du moment où la compétence PLU est transférée à l'EPCI, cet EPCI, c'est lui qui a les cartes en main, c'est lui qui a la compétence pour faire toutes les modifications, évolutions, révisions des documents d'urbanisme préexistants dans son périmètre. Si, par exemple, un PLU communal de son périmètre doit être révisé, cette révision va entraîner automatiquement la mise en œuvre d'un PLU intercommunal. C'est-à-dire que le PCI, bien que compétent en PLU intercommunal, il n'est pas obligé, il n'a pas de délai pour mettre en œuvre son PLUI. Par contre, le jour où il y a une circonstance de, je sais pas, l'accueil d'une nouvelle entreprise ou je ne sais quoi qui nécessite la révision de l'un des PLU communaux qui se trouve dans son périmètre, cette révision, en fait, va déclencher l'élaboration du PLU intercommunal. Bon, ça, je l'ai déjà dit, juste une précision. Donc, le PLUI est élaboré, bien sûr, à l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI, mais en concertation avec les communes membres. C'est-à-dire que
comment dire, la procédure sera la même, sauf que en plus, il y a une mise en place dès le départ de la procédure des modalités de concertation. Elles sont votées par délibération du conseil communautaire. Cette délibération va préciser de manière très explicite pour chaque étape de la procédure comment va se dérouler la concertation avec les communes membres. Donc, pour qu'il y ait vraiment une prise en compte des avis et remarques des communes membres dans l'élaboration de ce PLU intercommunal. Donc, comme je disais, hein, dans le cadre d'un EPCI qui a la compétence PLU, toutes les procédures d'évolution, hein, de modification simplifiée, etc., des PLU communaux sont de la compétence du conseil communautaire ou de l'organe qui pilote l'établissement public de coopération intercommunale. Je vais aborder maintenant le contenu du plan local d'urbanisme. Il est le même que l'on soit en PLU ou en PLU intercommunal, à la seule petite différence près, c'est que le législateur a rendu possible l'intégration dans un PLU intercommunal du programme local de l'habitat ou du plan de déplacement urbain. C'est une possibilité, c'est pas une obligation. Pour le plan de déplacement urbain, cette intégration ne peut se faire que si l'établissement public de coopération intercommunale est également autorité organisatrice des transports urbains. Cette intégration du programme local de l'habitat ou du plan de déplacement urbain se fera par l'ensemble des pièces du PLU, qu'on va voir tout de suite après, donc règlement, zonage, OAP, etc., mais aussi par l'intermédiaire d'un document supplémentaire créé par la loi ALUR qui s'appelle le programme d'orientation et d'action, puisque les PLH ou les PDU contiennent un programme d'orientation et d'action. Donc, il a fallu, pour les PLU intercommunaux qui veulent intégrer le PLH ou le PDU, il est nécessaire d'ajouter une pièce programme d'orientation et d'action. Donc voilà, c'est la seule différence entre le plan local d'urbanisme communal et le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc le contenu du PLU. Vous avez sur la colonne de droite les différentes pièces, hein, elles ne sont pas très nombreuses, il y en a 4, 5, qui composent le plan local d'urbanisme. Dans la colonne de gauche, c'est un petit peu la procédure, la démarche de projet qui va permettre d'établir ces différentes pièces. Donc la première pièce, c'est le rapport de présentation qui comprend le diagnostic territorial, qui va justifier les choix retenus pour faire le PADD, pour faire le règlement, le zonage. Également, on va trouver dans le diagnostic dans le rapport de présentation, pardon, l'état initial de l'environnement et les incidences du PLU sur l'environnement. Ensuite, ce diagnostic qui aura été établi sur la base d'une étude approfondie de l'état des lieux de votre territoire qui doit permettre de mettre en évidence les enjeux d'évolution, vous allez, vous, élus, déterminer quel projet de développement vous souhaitez pour votre territoire communal ou intercommunal. Donc, ce projet de développement, vous allez le traduire dans cette pièce qui s'appelle le projet d'aménagement et de développement durable. Ce projet d'aménagement et de développement durable, qui est un petit peu le fil rouge, le fil conducteur du contenu du PLU, va être décliné en outils réglementaires hein, qui sont de deux types. Tout d'abord, les orientations d'aménagement et de programmation, et ensuite le règlement. Donc, les orientations d'aménagement et de programmation qui sont opposables donc, dans un rapport de compatibilité. Donc, elles sont opposables à quoi? On dit aux tiers. En fait, elles sont opposables aux demandes de permis de construire, de permis d'aménager, etc. Donc, dans un rapport de compatibilité, c'est-à-dire que ce n'est pas on n'a pas à être conforme à ces orientations. D'ailleurs, ce ne sont que des orientations. On ne peut pas mettre de règles dans une orientation d'aménagement. Une règle trop précise, ça ne peut être que des orientations. Orientations qui concernent l'aménagement, l'habitat, les transports, la protection des trains verts et bleus, etc. Autre outil de déclinaison réglementaire du PADD, c'est le règlement. Le règlement qui a une partie graphique, le plan de zonage, et une partie écrite qui comporte un ensemble de règles. Le plan de zonage, il va être, on va trouver sur ce plan de zonage 4 grandes familles de zones hein, qu'on va aborder juste après, donc les zones urbaines, les zones naturelles, agricoles, etc. Et pour chaque type de zone, on va trouver un ensemble de règles écrites qui vont s'appliquer à chacune de ces zones. Chaque zone étant différente, chaque zone a des besoins spécifiques.
chacune aura un règlement différent. Ce règlement, graphique et écrit, est opposable dans un rapport de conformité aux demandes de permis de construire, demandes de permis d'aménager, c'est-à-dire qu'il doit être respecté à la règle. Si je poursuis, une petite présentation un peu plus détaillée, le rapport de présentation. Bon, je vous l'ai dit, c'est un diagnostic territorial prospectif. On va avoir aussi une explication des choix retenus pour établir les autres pièces, le PADD, les OAP, le règlement. Surtout, je voulais insister sur ces quelques éléments vraiment indispensables que le Code de l'urbanisme précise dans certains articles, qui sont des contenus obligatoires du rapport de présentation, notamment une analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, une analyse de la consommation d'espaces naturels agricoles au cours des 10 dernières années. Donc, on voit bien ici, je remets un petit peu en perspective ce que je vous disais tout à l'heure quand on évoquait l'article L101-2, le cahier des charges du PLU. Vous devez, certes, proposer un projet de développement de votre territoire, mais vous devez le faire de manière économe, de manière rationnelle, en veillant à limiter l'étalement urbain, à limiter la consommation d'espace. Donc, parallèlement à ces objectifs-là, le Code de l'urbanisme vous dit, votre rapport de présentation, le diagnostic territorial, doit obligatoirement faire cette analyse de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, faire l'analyse de la consommation des espaces au cours des 10 dernières années. Tout cela, c'est vraiment l'état d'esprit pour construire un PLU aujourd'hui, depuis ces nouveaux textes, il a changé. C'est-à-dire que votre projet, vous ne devez pas le construire prioritairement en réfléchissant à vers quel endroit, vers quelle zone agricole ou quelle zone naturelle on va développer notre urbanisation. Non, en premier lieu, on doit regarder comment, dans les espaces bâtis déjà existants, on va pouvoir trouver des moyens de densification ou de mutation qui vont permettre de réaliser les équipements publics ou les logements ou d'accueillir les entreprises dont on a besoin pour le développement du territoire. Ce n'est que après avoir consommé et exploité ces possibilités de densification que vous pourrez dire ben, mon projet nécessite d'autres surfaces complémentaires et voilà sur quel secteur on va étendre la zone urbaine. Voilà, j'insiste, mais c'est vraiment une réécriture du Code de l'urbanisme ces 5 dernières années qui conduit à un changement de modalité de réflexion quand on construit son PLU. Autre petit point important, le PADD, on va le voir juste après, doit contenir des objectifs de modération de la consommation foncière. Ces objectifs de modération, on doit trouver leur justification dans le rapport de présentation. Donc le PADD, comme je vous le disais, il porte le projet politique de la commune en matière de développement urbain et il doit aborder un certain nombre de thématiques concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, etc., etc. Enfin, il a l'obligation de fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Le PADD, à minima, doit comporter ces objectifs chiffrés. Et le rapport de présentation justifie les choix retenus pour ces objectifs chiffrés. Ce qui montre bien que si on veut avoir des justifications qui tiennent la route, ça veut dire qu'on a fait une analyse complète et précise des capacités de densification, de la consommation d'espace sur les 10 dernières années, etc., etc. Aujourd'hui, le contenu du rapport de présentation d'un PLU est vraiment exigeant, c'est vraiment complexe, enfin, il y a vraiment des études poussées à établir pour que le rapport de présentation du PLU soit conforme aux exigences du Code de l'urbanisme. Donc la pièce suivante, les OAP, orientation d'aménagement et de programmation, qui est la première pièce de portée réglementaire, qui est la déclinaison, la première pièce qui va permettre de décliner les objectifs poursuivis en matière de développement, d'aménagement, d'urbanisme. Donc ces OAP vont pouvoir aborder les questions d'environnement, de renouvellement urbain, de paysage, d'entrée de ville, etc. Généralement, elles sont constituées d'une partie schématique, c'est-à-dire pour une zone d'urbanisation future, vous allez décrire quel est le plan de composition que vous souhaiteriez voir appliqué sur la zone, de façon d'orienter les promoteurs, les constructeurs, mais voilà, ça reste de l'orientation.
et ce n'est pas de la règle. À côté de ces schémas d'orientation, vous avez la possibilité de mettre du texte pour expliquer, exposer quels sont les objectifs que vous attendez pour ce nouveau quartier ou pour ce quartier ancien que vous souhaitez voir requalifier, renouveler, etc., etc. Donc, c'est relativement libre. Beaucoup de choses, d'indications peuvent être mises dans une orientation d'aménagement, mais cela doit rester du niveau de l'orientation. On ne doit pas trouver de règles précises dans les OAP. Les règles précises, on les trouvera dans le règlement. Donc, comme je vous disais, le règlement qui va être décliné selon chaque type de zone et dans les zones que l'on rencontre dans le plan de zonage, la partie graphique du règlement. Et les zones, elles sont classées en 4 grandes catégories, 4 grandes familles de zones. Vous avez tout d'abord les zones urbaines. En fait, les zones urbaines, vous pouvez classer en zone U tous les secteurs déjà urbanisés de la commune. Que le secteur soit équipé ou non, que les équipements aient une capacité suffisante ou non, une zone déjà urbanisée, c'est une zone urbaine. Donc, je prends l'exemple, vous devez avoir ça dans les communes du territoire de la Haute-Loire, commune qui a des hameaux loin du village principal. Ces hameaux, même s'ils n'ont pas tous les équipements publics que l'on trouve habituellement, s'ils sont bâtis de manière importante et dense, un hameau, c'est une zone urbaine. C'est pas une zone naturelle ni une zone agricole. À côté de ces zones urbaines, vous avez les zones A urbanisées. Donc, les zones A urbanisées, c'est les secteurs de votre territoire sur lesquels vous indiquez vouloir faire porter le développement ou la requalification urbaine. Donc, ces zones A urbanisées peuvent être soit ouvertes à l'urbanisation immédiatement si les équipements en périphérie sont suffisants, ou elles sont annoncées comme étant A urbanisées, mais elles sont fermées pour l'instant parce que les équipements publics sont insuffisants et elles ne seront ouvertes qu'après modification du PLU, une fois que les équipements suffisants seront réalisés. Voilà un petit peu les deux premières familles de zones, donc U et AU, qui sont les zones qui soit contiennent déjà l'urbanisation, soit sont appelées à être urbanisées. À côté de ça, vous avez les zones de l'espace rural, qui sont les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Les zones agricoles, vous allez classer dans ce registre-là celles qui sont à protéger en raison du potentiel agronomique. Et dans les zones naturelles et forestières, vous allez classer dans ce registre celles qui sont à protéger en raison soit de la qualité des sites ou des milieux naturels ou des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit tout simplement parce que ils ont un caractère d'espace naturel, même si c'est un espace naturel banal, mais que ce n'est pas agricole ni urbanisé, c'est classé en zone naturelle. Donc ces zones agricoles et naturelles sont totalement sanctuarisées aujourd'hui, même si ça a mis 20 ans, mais aujourd'hui on a un équilibre entre ces deux zones-là. Ce que nous dit le Code de l'urbanisme, ce que permet le Code de l'urbanisme dans ces deux zones-là, c'est la même chose, c'est-à-dire rien du tout, sauf quelques exceptions qui sont au nombre de 4. Donc la première exception, ce sont les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, mais aussi à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. Première exception, bon, heureusement, dans les zones agricoles et naturelles, on peut autoriser les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, mais attention à l'exploitation agricole. Donc l'habitation de l'agriculteur n'est pas forcément nécessaire à l'exploitation agricole. Et par exemple, une cave coopérative n'est pas non plus une exploitation agricole. Donc, cave coopérative, c'est pas forcément, enfin, ce n'est pas autorisable en zone A. Et jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, une CUMA non plus, coopérative d'utilisation du matériel agricole, ce n'était pas possible en zone A. Aujourd'hui, ça a été rajouté depuis 2-3 ans par je ne sais plus quelle loi. Donc, première exception, construction nécessaire à l'exploitation agricole. Deuxième exception, les constructions et installations d'intérêt collectif. Qu'est-ce qu'on peut ranger dans ces catégories-là? Une station d'épuration, c'est d'intérêt collectif, ou un lagunage, ou une antenne relais pour la téléphonie, par exemple. Voilà, ce sont des installations d'intérêt collectif. Donc, le règlement de votre PLU peut autoriser ces installations. Ensuite, autre chose que vous pouvez autoriser, ce sont les extensions et les annexes aux habitations existantes. Donc, toutes les habitations existantes dans votre zone rurale, que ce soit en zone A ou N, vous pouvez indiquer dans le règlement que vous autorisez l'extension et les annexes. Bien sûr, de façon limitée. Vous devez mettre des
limites à ces extensions possibles. Sinon, une habitation, elle peut s'agrandir indéfiniment. Dernier point, donc 4e point, qui est dérogatoire à cette interdiction absolue de construire en zone A et N, ce sont les changements de destination de bâtiments déjà existants. Donc, vous pouvez repérer certains bâtiments de la zone rurale en précisant dans le règlement que ces bâtiments repérés par tel symbole sur le plan de zonage, on y autorise un changement de destination, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l'agriculture et le paysage. Voilà quelles sont les 4 les 4 seules exceptions à cette inconstructibilité des zones A et N. Enfin, en dernier lieu, à titre vraiment exceptionnel, les zones A et N, à l'intérieur des zones A et N, vous pouvez délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée pour y autoriser des constructions. Donc, l'exemple, vous avez dans votre zone rurale une activité économique, je ne sais pas, une menuiserie par exemple, qui est en pleine zone au milieu des champs. Cette menuiserie, c'est une activité économique, c'est une activité artisanale, ce n'est pas une activité agricole. Vous pouvez la laisser au milieu de la zone agricole sans classification particulière. Si jamais cette activité économique a besoin de se développer, qu'il doit rajouter un bâtiment de stockage ou un atelier de découpe du bois, elle ne pourra pas le faire, puisque la construction, lorsqu'elle va déposer son permis, sa construction, ce sera une construction à usage artisanal. Ce ne sera pas à usage agricole. Donc, vous ne pourrez que refuser le permis. Donc, avec le risque de faire péricliter l'activité économique ou de la faire partir sur un autre territoire. Donc, dans ces cas-là, et à titre exceptionnel, vous pouvez dessiner sur le plan de zonage, autour de cette activité économique, une petite sous-zone agricole, que vous appellerez A petit a pour activité ou A petit E, comme vous voulez, pour économie. Et à l'intérieur de cette petite zone, vous autoriserez les constructions nécessaires à l'artisanat, si c'est de l'artisanat, nécessaires à l'industrie, si c'est une industrie, etc., etc. Donc voilà, les 2 zones A et N sont sanctuarisées, sauf 4 exceptions, et possibilité également de créer des petits secteurs pour gérer l'existant en fait. Donc c'est vraiment à titre exceptionnel parce que cela vous permet de gérer des activités économiques existantes. Donc ce règlement qui va être différencié pour chacune des types de zones que vous aurez définies sur votre plan de zonage, ce règlement peut fixer des règles de plusieurs natures. Je dis bien il peut fixer, hein, ce n'est pas une obligation, toutes les règles ne sont pas obligatoires. Mais il peut fixer des règles relatives à la nature des constructions autorisées ou interdites dans la zone, à leur destination. Il peut fixer des règles relatives aux conditions d'alignement sur la voirie, aux conditions de recul par rapport aux limites avec les voisins. Il peut fixer des règles aussi concernant l'aspect extérieur, l'architecture des constructions et l'aménagement des abords. Et notamment, l'aménagement des abords, c'est les espaces extérieurs. Notamment, vous pouvez fixer, dire que sur la parcelle construite, il doit être conservé un minimum d'espace non imperméabilisé ou éco-aménageable, par exemple, etc. Depuis la loi Allure, en revanche, un certain nombre de règles qui visaient à limiter la densité ont été proscrites. Le coefficient d'occupation des sols ne peut plus être réglementé. La surface minimum des terrains ne peut plus être réglementée non plus. Ni aucune autre règle qui viserait uniquement à restreindre la densité. Et je rappelle que toute règle contenue dans le règlement doit être justifiée dans le rapport de présentation. Je reviens un petit peu en arrière. Le rapport de présentation justifie les choix retenus. Donc là, c'est un petit raccourci, mais le rapport de présentation, je ne sais pas si je l'ai dit là, non, mais il explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement. Et notamment, il y a un article du Code de l'urbanisme qui nous dit très clairement que chacune des règles du règlement est justifiée au regard de la mise en œuvre de l'un des objectifs du PADD. Donc, toutes les règles de votre règlement écrit doivent trouver sa justification pour la mise en œuvre d'un des objectifs de votre PADD. Et cette justification doit être inscrite noir sur blanc dans le rapport de présentation. Faute de quoi, votre règle sera illégale. Et toute règle illégale n'est pas opposable. Donc attention voilà, à bien veiller à la justification des règles dans le rapport de présentation.
et surtout à la cohérence de ces règles avec le PADD, puisque, comme je viens de vous le dire, si je reviens ici, le PADD, c'est votre projet politique et toutes les règles que vous allez mettre en place doivent servir à la mise en œuvre de ce projet politique. Et vous devez démontrer ici, dans le rapport de présentation, que les règles mises en place dans les OAP, dans le règlement, servent bien un ou plusieurs objectifs du PADD. Faute de quoi, cette règle sera illégale et inopposable. Pour ce qui concerne la procédure, rapidement, le petit schéma qui est présenté là sur les 2 diapos suivantes, c'est le schéma de la procédure de révision ou d'élaboration d'un PLU. C'est la même procédure. Que l'on révise ou que l'on crée un PLU, c'est la même procédure. Premièrement, première étape, une délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire en cas de PLU qui va prescrire le PLU. Cette prescription va définir les objectifs poursuivis, pourquoi on fait un PLU, et va définir aussi les modalités de la concertation publique. Puisque toute la phase d'étude qui est dessinée ici va se conduire parallèlement à une phase de concertation avec la population. Et la concertation, vous la définissez dans la délibération de démarrage et vous devez respecter absolument à la lettre les modalités que vous avez annoncées ici. Si dans les modalités que vous annoncez que vous ferez 3 réunions publiques, il faut en faire 3, il ne faut pas en faire 2. Sinon, risque en cas de recours, de faire annuler la procédure. Donc, parallèlement à cette phase d'étude, on a une concertation avec la population, mais on a aussi une concertation avec les personnes publiques associées. On appelle ça plutôt l'association des personnes publiques. Donc, à différentes étapes des études, on va rencontrer les personnes publiques associées qui vont nous faire part des enjeux que l'on doit prendre en compte dans le PLU ou des remarques, et vous présentez votre projet. Donc, les études, c'est tout d'abord le diagnostic, les enjeux qui vont permettre de définir la politique d'aménagement que vous voulez mettre en œuvre. Et une fois cette politique définie, obligatoirement, il y aura un débat en conseil municipal. Et une fois cette politique définie, vous allez la décliner en règles et en orientation d'aménagement. Une fois ce travail terminé, vous finalisez le projet, notamment la rédaction du rapport de présentation. Et une fois que vous estimez avoir terminé votre ouvrage, deuxième délibération qui va arrêter le projet de PLU et qui va tirer le bilan de la concertation. Donc, délibération numéro 2. En moyenne, la phase étude dure 12 à 18 mois, parfois un petit peu plus, mais voilà, en moyenne, 18 mois d'études, donc à l'issue desquelles on prend une deuxième délibération pour arrêter le projet de PLU et tirer le bilan de la concertation. Suite à cela, suite à cette délibération numéro 2, on envoie le dossier à l'ensemble des personnes publiques associées, éventuellement à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, CDPNAF. Toutes ces personnes vont avoir 3 mois pour donner un avis. Passé ces 3 mois, ceux qui n'ont pas donné d'avis, c'est qu'ils ont un avis favorable. Une fois ces 3 mois terminés, ces 3 mois terminés, vous allez mettre à l'enquête publique le dossier de PLU non modifié, accompagné des avis des personnes publiques associées et de l'avis de la CDPNAF. Cette enquête publique, j'annonce 3 mois, l'enquête elle-même ne dure pas 3 mois, mais du fait des mesures de publicité dans la presse, de l'enquête elle-même et du délai du commissaire enquêteur, c'est à peu près 3 mois. Donc, à l'issue de cette enquête publique, vous allez ajuster le PLU pour prendre en compte les remarques formulées à l'enquête et les avis des personnes publiques associées. Donc, une fois cet ajustement fait, votre document est prêt à être approuvé et ce sera l'objet de la 3e délibération qui va approuver le document PLU ou PLU intercommunal. Document qui deviendra exécutoire soit immédiatement si on est en présence d'un SCOT, soit 1 mois après les dernières mesures de publicité s'il n'y a pas de SCOT. Les mesures de publicité, c'est un affichage de la délibération en mairie et mention de cet affichage dans un journal local d'annonce légale. Donc voilà pour la procédure d'élaboration ou de révision. Donc procédure qui en moyenne, depuis 20 ans qu'on fait des PLU, j'ai fait un petit peu des moyennes, c'est 2 ans et demi en tout. Et vous voyez que déjà rien qu'ici, vous avez 3 et 3, 6, là il faut compter à peu près 2 mois. Donc déjà rien que la phase administrative dure 8 mois.
Donc, 2 ans et demi, c'est 2 ans et demi, ça fait 24, ça fait 30 mois, 30 moins 8, ça veut dire qu'en moyenne, ici, on a 22 mois à peu près. Donc, ça, c'est une moyenne, hein. Après, certaines révisions ou élaborations de PLU peuvent durer 5 ans, 6 ans, parce qu'il apparaît des difficultés, des études annexes à faire en cours de route, par exemple des études de zones inondables ou ce type de problématique. Voilà pour la procédure. La seule petite différence entre la procédure pour le PLU, entre le PLU communal et le PLU intercommunal, c'est que le débat que j'ai évoqué ici, le débat au sein du conseil municipal pour le PADD, quand on est en PLU intercommunal, ce débat a lieu au sein du conseil communautaire, mais également au sein de tous les conseils municipaux de chacune des communes membres. Voilà, c'est une petite différence qui est à noter. Ensuite, je vous ai exposé la procédure de révision ou d'élaboration, mais il y a la procédure en fait la plus lourde et la plus longue, et surtout qui permet d'apporter la révision, c'est la procédure qui permet d'apporter tous les changements que l'on veut dans son document d'urbanisme, donc révision générale. À côté de ça, vous avez d'autres procédures, notamment la révision allégée. C'est quand on souhaite faire un changement qui rentre dans le champ d'application de la révision, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la modification ni la mise en compas. Par exemple, on veut réduire une zone agricole ou une zone naturelle, ça ne peut pas être une modification, donc c'est de la révision. Mais si on veut vraiment modifier que sur un point précis, ça peut être une révision allégée. La révision allégée, on gagne les 3 mois de consultation des services, puisque la consultation des services se résume à une réunion d'examen conjoint où on invite l'ensemble des personnes publiques associées qui viendront donner leur avis. Ensuite, vous avez les modifications du droit commun ou simplifié, donc avec enquête ou sans enquête. Et ça, c'est des procédures qui durent 6 à 7, 6, 8 mois. Donc beaucoup plus rapides, beaucoup moins coûteuses. Et enfin, les mises en compatibilité, donc avec projet d'intérêt général ou avec déclaration d'utilité publique. Les mises en compatibilité sont intéressantes également, mais bon, il faut qu'il y ait un projet de DUP ou un projet d'intérêt général. C'est intéressant parce que de la même manière, on peut aller beaucoup plus vite qu'une révision générale. Une mise en compatibilité, c'est 6 à 8 mois également, comme pour une modification. Donc voilà, je vais pas m'y arrêter, mais vous avez dans ce tableau le champ d'application des différentes procédures de révision, révision allégée, de modification de droit commun ou de modification simplifiée. Ça vous donne le champ d'application de chacune d'elles et ça vous permet de voir dans quel cas on peut utiliser les différentes procédures. Ensuite, dernier petit point, j'évoquais tout à l'heure que le rapport de présentation devait contenir une analyse des incidences du PLU sur l'environnement. Dans certains cas, cette analyse des incidences doit être beaucoup plus poussée et doit être en fait du niveau d'une évaluation environnementale. Donc l'évaluation environnementale, c'est l'étude d'impact, hein, et on appelle ça évaluation environnementale aujourd'hui. Donc pour tous les PLU dont le territoire comprend un site Natura 2000, ou alors pour les PLU qui prévoient une unité touristique nouvelle soumise à autorisation, il faudra une évaluation environnementale. Idem pour un PLU dont le territoire comprend une commune littorale ou pour un PLU intercommunal qui vaut plan de déplacement urbain. Pour tous les autres PLU, l'évaluation environnementale en fait n'est pas obligatoire, mais il y a une demande auprès de l'autorité environnementale, ce qu'on appelle une demande au cas par cas, et en fonction des enjeux de votre territoire et du projet de PLU, l'autorité environnementale vous répondra dans un délai de 45 jours, si je ne me trompe pas, pour vous dire si oui ou non votre PLU doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Les impacts de la loi ALUR, bon, vous l'aurez de toute façon dans le support que vous allez recevoir. Je passe rapidement parce que j'ai un petit peu traîné et je voudrais parler quand même malgré tout un petit peu du schéma de cohérence territoriale et surtout de son contenu. Le schéma de cohérence territoriale, rappelez-vous ce que je disais au début, pourquoi il est là? Il a été créé vraiment pour imposer une mise en cohérence en fait des politiques mises en œuvre dans chaque commune au travers des PLU. Alors aujourd'hui, ces politiques mises en œuvre, elles le sont bien souvent dans un PLU intercommunal. Donc l'intérêt du SCOT est peut-être un peu moins fort. Mais bon, voilà, malgré tout, pour l'instant, aujourd'hui, on a encore pas mal de PLU communaux
Donc le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, il est là pour assurer cette cohérence entre les PLU communaux. On verra tout à la fin, je vous reparlerai de cette fameuse ordonnance du 17 juin 2020, là, de cette année, puisqu'elle a aussi modifié en fait un petit peu le périmètre et le contenu du SCOT, justement pour s'adapter à cette nouvelle donne. Aujourd'hui, on n'a plus des PLU communaux, on va aller plutôt vers des PLU intercommunaux, donc plus vastes et qui déjà ont une certaine cohérence en matière d'aménagement du territoire, puisqu'ils s'appliquent de fait à un grand nombre de communes. Donc on va voir que ces ordonnances, elles ont légèrement modifié le SCOT, enfin, elles vont le modifier à l'avenir pour que le SCOT assure toujours une cohérence, mais une cohérence entre des PLU intercommunaux. Donc voilà, on change un petit peu d'échelle. Donc le pourquoi du SCOT, hein, on vient de le voir, mettre en cohérence des politiques en assurant en s'assurant également que le développement durable est pris en compte dans ces politiques sectorielles. Le développement durable, hein, je ne rappelle pas la définition, tout le monde en a entendu parler suffisamment maintenant. Donc, le SCOT doit permettre et doit aller vers une mise en cohérence des politiques sectorielles en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement, d'activité commerciale, de développement économique, d'environnement, etc., etc. Donc, il va fixer des grandes orientations fondamentales, que devront respecter les documents d'urbanisme inférieurs, PLU, PLUI, carte communale. Bien sûr, comme je vous le disais au début, il ne détermine pas la destination générale des sols. Ce n'est pas son objectif. Il n'est pas là pour l'instruction des permis. Il doit se contenter de fixer des stratégies globales d'aménagement à long terme et à grande échelle. Il doit aussi prévoir des orientations pour limiter l'étalement urbain. Donc, le SCOT est un document un petit peu plus simple, hein, puisqu'il ne comporte que 3 pièces, que sont le rapport de présentation, le PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable, projet politique, et le document d'orientation et d'objectifs. On voit bien, il n'y a pas de règlement. Certes, il y a des prescriptions à respecter, mais des prescriptions qui se trouvent ici et qui sont du niveau d'une orientation ou d'objectif. Ce n'est pas de la règle d'urbanisme précise. Donc, comme pour les PLU, depuis la loi Allure, le SCOT doit répondre à des exigences supplémentaires, hein, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de lutter contre l'étalement urbain, de lutter contre la consommation trop forte d'espace. Donc, le SCOT doit, dans son rapport de présentation, analyser la consommation d'espace naturel, agricole, forestier sur les 10 dernières années. Il doit justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation que l'on va trouver dans le PADD. Il va pouvoir aussi imposer au PLU une analyse des capacités de densification de certains espaces bâtis et on va trouver aussi dans le rapport de présentation la démonstration de la compatibilité du SCOT avec les normes supérieures. Donc rappelez-vous, les normes supérieures, c'est ce qu'on a vu en début de séance, ce qu'on appelait la hiérarchie des normes. Donc le rapport de présentation, il doit démontrer que le SCOT est bien compatible avec l'ensemble des documents que je listais tout à l'heure. Le projet d'aménagement et de développement durable, comme pour le PLU, c'est le projet politique qui est porté par les élus du syndicat mixte et qui doit aussi être partagé par les acteurs parce que, comme en matière de PLU, le SCOT, la procédure d'élaboration et de révision de SCOT fait l'objet d'une concertation publique également et d'une association des services des personnes publiques associées. Donc, ce projet d'aménagement et de développement durable, c'est les grands objectifs que devront poursuivre les politiques locales en matière d'habitat, déplacement, environnement, etc. Donc, c'est les grands objectifs que l'on va décliner ensuite dans le document d'orientation et d'objectifs. Bon, sinon, le PADD doit aborder un certain nombre de problématiques, comme pour le PLU. Il a l'obligation d'aborder ces questions-là. Aujourd'hui, en tout cas, on va voir à la fin que l'ordonnance change un petit peu les thématiques obligatoires que le SCOT doit aborder. Et ensuite, après ce PADD, il va être décliné en orientation et objectifs dans ce qu'on appelle le DOO, document d'orientation et d'objectifs. C'est vraiment la déclinaison opérationnelle concrète du PADD. Donc, c'est le document qui est prescriptif. C'est en quelque sorte le règlement du SCOT. Mais je mets bien des guillemets, puisqu'il n'y a pas de règlement dans le SCOT, mais c'est par comparaison avec le PLU. Le document
avec lequel le PLU, la carte communale ou le PLUi devra être compatible, c'est bien le document d'orientation et d'objectifs. Donc voilà, on va pouvoir trouver par exemple dans ce DOO des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace, en fait des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espace, de lutte contre l'étalement urbain, etc., etc. Le DO, c'est essentiellement, certes, c'est un document de texte, mais c'est aussi un document cartographique qui va positionner des grands enjeux sur le territoire du schéma de cohérence territoriale. Et depuis la loi Allure, le contenu du DO a été renforcé puisqu'il peut être beaucoup plus prescriptif qu'il ne l'était avant. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, il peut imposer dans certains secteurs particuliers, en le justifiant, hein, bien sûr, il peut imposer que préalablement à l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones, on ait prévu la desserte préalable par des transports collectifs, ou on ait densifier préalablement les autres secteurs déjà urbanisés de la commune. Il peut aussi imposer qu'avant l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones, il y ait réalisation d'une étude d'impact parce qu'il estime qu'il y a une sensibilité particulière dans tel secteur et que certes, oui, on doit pouvoir urbaniser, mais il faut vérifier préalablement qu'il n'y a pas d'impact trop fort sur l'environnement. Voilà, etc., etc. Donc, on le, même si j'étais un peu rapide, le SCOT va pouvoir comporter dans son document d'orientation et d'objectifs différents niveaux de règles. Il va pouvoir comporter des préconisations, c'est une portée juridique assez faible. Il va pouvoir contenir des recommandations, portée juridique un peu plus importante, et aussi il va porter des prescriptions. Donc là, portée juridique plus forte. Par exemple, cette liste ici qu'on a évoquée, les conditions d'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones, ça relève de la prescription. Si le SCOT dit dans tel secteur, on pourra ouvrir à l'urbanisation des nouvelles zones, à condition d'avoir réalisé une étude d'impact, il faudra réaliser cette étude d'impact. Donc c'est vraiment une portée juridique forte. Donc, voilà, le curseur va être positionné par les rédacteurs du SCOT, plus ou moins fortement en fonction des enjeux à mettre en œuvre sur tel ou tel secteur du territoire. Donc le périmètre du SCOT, il est fixé comment? Généralement, c'est des communes, plusieurs communes ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale vont discuter, vont réfléchir à la mise en place d'un SCOT parce que ça a des avantages, on l'a vu tout à l'heure, hein. En l'absence de SCOT, il y a des choses qui sont bloquées. Donc les communes vont se regrouper entre elles, vont réfléchir à la possibilité de dessiner un périmètre. Elles vont soumettre ce périmètre au préfet, et c'est le préfet qui va publier le périmètre après avoir vérifié, d'abord après avoir pris avis des conseils généraux, enfin plutôt des conseils départementaux, et surtout après avoir vérifié que le périmètre proposé par les communes et EPCI va bien permettre la mise en cohérence des différentes questions sectorielles d'urbanisme, d'habitat, de développement, de déplacement, d'environnement, etc. Alors, une petite contrainte supplémentaire a été ajoutée après la loi Allure, c'est que les périmètres de SCOT, qui étaient arrêtés depuis le 1er juillet 2014, donc quelques mois après la loi Allure, devaient comporter au minimum 2 EPCI. Et tout ça, pourquoi? Parce que la loi NOTRe était passée par là, les EPCI avaient été un petit peu gonflés en taille et on risquait d'avoir des SCOT plus petits que certains PLUi. Donc voilà, la loi a essayé de trouver une rustine pour corriger ça en disant un SCOT doit couvrir au moins 2 EPCI. Ouais, ce qui n'est pas forcément d'une grande logique parce que couvrir 2 EPCI et assurer la mise en cohérence de certaines politiques, bon, voilà, petite incohérence à mon avis. Mais bon, voilà, les ordonnances du mois de juin, là, du 17 juin 2020, vont venir un petit peu corriger ça. Comme je vous le disais, on va avoir de plus en plus de PLUi, donc des PLU sur des secteurs assez vastes. Donc, il faut forcément que les SCOT s'adaptent à ça. Il faut tirer les conséquences de ça, mais aussi la création des schémas régionaux de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADET. Donc, le périmètre du SCOT, avec cette ordonnance, et pour tous les SCOT qui vont être élaborés à partir du 1er avril 2021. Le périmètre devra être élargi à l'échelle d'un bassin d'emploi et non plus d'un bassin de vie. Bon, la différence de définition entre les deux, je pense que c'est les définitions de l'INSEE à mon avis. Et surtout,
le périmètre du SCOT doit prendre en compte les déplacements et les modes de vie quotidiens, les besoins de protection des espaces naturels et agricoles, ainsi que les besoins et usages des habitants en matière de logement. Bon, ça, je veux surtout aborder la suite, c'est que voilà, ce qui est important, c'est ici. Tout à l'heure, on a vu que le document d'orientation et d'objectifs devait aborder un certain nombre de thèmes, qui étaient 11 thèmes, alors qu'à l'avenir, le document d'orientation et d'objectifs va être simplifié et il n'aura plus que 3 grands thèmes à aborder relatifs au développement économique, au logement et à la transition écologique. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous disais, hein, aujourd'hui, le SCOT va devoir assurer la cohérence entre des PLUI et non plus entre des PLU communaux. Donc un PLU, c'est déjà un document bien plus cohérent, pardon, un PLU intercommunal, c'est un document beaucoup plus cohérent qu'un PLU communal. Donc le SCOT n'a plus besoin de rentrer dans le même détail. Donc c'est pourquoi, enfin, c'est mon interprétation à moi, mais c'est pourquoi je pense que les thèmes ont été réduits et aujourd'hui, à l'avenir, le SCOT n'aura à traiter que des grands thèmes relatifs donc à l'économie, au logement et à la transition écologique. D'autre part, le PADD va changer de nom, il va être remplacé par le projet d'aménagement stratégique et le rapport de présentation est supprimé, mais ça, bon, c'est un petit peu il n'est pas vraiment supprimé parce qu'en fait, tous les éléments qui composent le rapport de présentation, donc diagnostic, justification des choix, etc., sont relégués en annexe. Donc, ces éléments sont toujours présents, mais relégués en annexe. Donc, voilà un petit peu. Je suis allé peut-être un peu vite, mais je voulais laisser un petit peu de temps aux questions. Et surtout, j'ai oublié de préciser en préambule que le support, s'il ne vous a pas déjà été envoyé, il va vous être envoyé. Soit par Nathalie d'autres, soit par la responsable de votre association départementale. Toujours est-il que vous aurez ce support à disposition. Je vais aussi pouvoir répondre à quelques questions, mais comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas, si d'autres questions vous parviennent après coup, n'hésitez pas à les faire remonter à Nathalie d'autres et qui me les fera passer par mail et je prendrai le temps d'y répondre par mail afin que vous ayez une réponse à vos interrogations. Voilà. Ou à Cyrielle, d'ailleurs, ou à l'association des maires de Haute-Loire, vous pourrez envoyer toutes vos questions qui les relaiera, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Merci, Claude Barneron. Merci beaucoup. J'ai changé d'ordinateur entre-temps parce que l'autre a planté, hein. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais il y a eu un petit souci. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Barneron? Oui, est-ce que je peux poser une question? Évidemment. Vous êtes chez Oui. vous? Allez-y, je vous écoute. Mais il faut ouvrir votre micro, Monsieur Proriol. Sinon, on ne vous entend pas. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. Non? Ah bah non. Là, Non, là. Ah. Est-ce que c'est vous qui m'avez coupé? Non, non, personne ne vous coupe, hein. Je vous promets que c'est pas moi. Bon, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? on vous entend parfaitement. Sauf si vous coupez le micro. Oui, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne croyez pas que les prescriptions ont été tellement fortes pour lutter contre le développement rural qu'au point que maintenant, dans certains villages ou dans certains hameaux, aucune construction ne devient possible, ce qui fait que ce village mourra un jour de sa belle mort et des maisons qui arriveront à leur terme de vie. Et là, on a trouvé dans la réalisation de notre PLU des contraintes qui me paraissent excessives et mortelles pour un certain nombre de villages. Ma commune a 40 ou 45 villages et certains n'ont aucune espérance de survie.
Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une volonté dogmatique de certains technocrates. Vu de Paris ou des grandes métropoles, les zones rurales, c'est des réserves d'Indiens qui doivent être préservées pour leur permettre d'aller respirer le bon air frais quand ils vont en vacances. Non, mais je caricature, mais c'est exactement, c'est la pensée qui existe depuis 10 ans. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure quand j'évoquais avec vous l'article L101-2 qui est le cahier des charges des PLU, j'ai insisté avec vous pour vous montrer que cet article contient très clairement l'obligation pour une commune de prévoir les besoins de développement pour accueillir de nouvelles populations, pour accueillir de l'économie, de l'emploi. Après, on nous dit, ah, mais si on accueille des gens dans le monde rural, on génère du déplacement. Non, ce qui génère du déplacement, c'est qu'on a, justement, on a fait fermer les écoles, on a fait fermer les petits commerces dans ces communes-là, donc il n'y a plus possibilité pour les gens qui y habitent il n'y a pas d'autre possibilité que de prendre sa voiture pour aller faire ses courses ou travailler vers la métropole la plus proche. Donc voilà, c'est une volonté affichée de toute façon. François Gravier écrivait dans les années 50 ou 40, à la fin des années 40, Paris est le désert français. Il contestait cela en disant que l'aménagement du territoire n'était pas équilibré. Aujourd'hui, on est toujours là, sauf que c'est plus Paris et le désert français, c'est les grandes métropoles et le désert français. Et c'est en fait un dogme assez fortement partagé par tous les technocrates qui rédigent les lois et par aussi les techniciens dans les directions départementales de l'équipement territorial qui contrôlent vos PLU et qui vous disent vous n'avez rien le droit de faire. Mais c'est à vous, élus locaux, de vous battre. Moi, en tant que bureau d'études, j'essaye de me battre contre ça parce que j'habite dans le milieu rural et j'estime qu'il a le droit de vivre. Mais bon, quand on est bureau d'études et tout seul à se battre, si les élus ne suivent pas, donc voilà, vous devez avoir une bonne connaissance des droits, mais sauf si ça change, parce que moi je suis vraiment très inquiet suite à la conférence sur le climat et parmi les 146 mesures, Monsieur Macron a fait un discours et j'ai un extrait de ce discours que j'ai lu hier qui fait vraiment peur. C'est-à-dire que ce que vous évoquez là, ça va être juste multiplié par 5. C'est-à-dire ne plus... Ben, de toute façon, en juillet dernier, le gouvernement a pris une directive, enfin c'est pas le nom, c'est pas le nom exact, c'est pas directive, c'est pas circulaire, c'est pas très grave, mais en tout cas qui s'appelle zéro artificialisation nette. En fait, parce que les quelques métropoles françaises ont gaspillé du foncier à outrance, on a aujourd'hui le dogme qui va s'accentuer vers zéro artificialisation nette. Et ce dogme-là va s'appliquer brutalement sur tout le territoire, c'est-à-dire également sur des territoires comme la Haute-Loire ou la Creuse ou la Lozère, où on est capable d'accueillir des nouvelles populations de façon harmonieuse, raisonnée, mais on va tout bloquer et on va encore accélérer la mort de ces tissus ruraux. Donc voilà, moi je lance un cri d'alerte parce que ça m'inquiète beaucoup. On a aujourd'hui, alors que la loi, il est inscrit dans la loi que vous pouvez vous développer, on vous bloque déjà. Demain, avec le zéro artificialisation nette, la loi va être encore plus restrictive. Donc, qu'est-ce que ça va être dans les faits? Je suis vraiment très inquiet. Donc, votre cri d'alerte, mais il faut secouer tous les élus de votre département et des autres départements. Et nous, on essaye à la commission urbanisme de l'ordre des géomètres experts de monter au créneau pour expliquer que c'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, nous, le problème, c'est que notre ministère de tutelle, c'est le ministère qui rédige les lois. Bon, on peut pas non plus trop gesticuler. Donc, c'est à vous, élus, c'est vous qui avez un mandat électoral. C'est à vous de crier haut et fort que le monde rural, il a besoin d'un développement. Enfin, c'est pas le monde rural. C'est le territoire de la nation globalement qui mérite un développement équilibré et non pas uniquement les métropoles. Très bien. Merci de votre réponse. J'ai quand même une petite question qui a été posée par Madame Royon. Est-ce que le PLU communal sera conservé dans son intégralité par la Comcom lorsqu'il sera transféré ou s'il est transféré? Ben, les PLU communaux qui existent dans un périmètre d'une communauté d'agglomération qui va prendre la compétence PLU.
ben, ce PLU communal va exister tant que l'EPCI ne va pas mettre en œuvre un PLU intercommunal. Et le jour où il y aura un PLU intercommunal, il va balayer tout ce qui existait avant. Et le conseil communautaire, il va faire un PLU en embauchant des techniciens qui vont généralement appliquer le dogme dont on vient de parler. Donc voilà, vous aurez un nouveau PLU qui tiendra pas forcément compte de vos… Même s'il y a inscrit dans la loi qu'il y a une concertation avec les communes, vous savez, la mise en place d'un PLUI, c'est un petit peu le rouleau compresseur. Et puis, si les personnes qui élaborent un PLU ou un PLUI, généralement, ils ne veulent pas s'embêter et aller au conflit avec l'État. Et comme l'État va leur dire, mais le milieu rural, il ne faut pas qu'il se développe, voilà, il va y avoir une prise en compte encore plus forte. Dans un PLUI, vous avez une prise en compte encore plus forte du dogme, parce que le PLUI, il est rédigé par des techniciens de la communauté de communes ou de communauté d'agglo, qui ont été formés au même endroit que les techniciens de la DDT. Donc, bon, voilà, c'est… Et alors, Madame Royan de vous répondre, sans plus date de du printemps, donc pas d'intérêt à avoir voulu créer le plus. Je vous rappelle quand même que vous pouvez normalement vous y opposer, je ne me trompe pas, au transfert. Oui, dans les 3 mois de cette fin d'année, là, octobre, novembre, décembre, Oui, il me semblait. on peut s'opposer au transfert de compétences à condition qu'il y ait au moins 25% des communes représentant 20% de la population qui votent contre ce transfert. Voilà. Enfin, moi, il y a 10 ans, j'étais un fervent défenseur du PLU intercommunal, parce qu'il y a 10 ans, une intercommunalité, c'était 10, 12, 15 communes, 20 communes, qui étaient un territoire homogène, cohérent. Aujourd'hui, une intercommunalité, c'est 60, 70, 80 communes, c'est un territoire hétérogène, et puis c'est des décisions qui sont trop éloignées du territoire pour être adaptées au territoire. Donc aujourd'hui, moi, je trouve que le PLUI prend une tournure qui n'est, pour moi, qui n'est pas adaptée. Mais bon, voilà, c'est ma position. C'est peut-être trop politique ce que je vous dis, mais on m'invite à parler, donc je donne ma position. Mais vous aurez, je pense, des adeptes là parmi les élus. Bon, ben merci beaucoup. Monsieur Promoyen, je vous laisse le mot de la fin peut-être. Oui, merci pour cette excellente prestation qui montre d'abord une connaissance remarquable de la législation dans ce domaine. Ayant été parlementaire, je sais que c'était difficile d'élaborer notamment les règles du PLU. Mais enfin, le PLU m'a paru un outil quand même relativement indispensable pour une commune si elle veut maîtriser son développement. Si on transfère le tout à la communauté de communes, qui devient de plus en plus grande, eh bien, je dis que le maire qui perd la maîtrise du foncier de son territoire et de toute sa commune, eh bien, il perd des moyens et incontestablement, ça ne va pas dans le sens du développement qu'il souhaite, même dans certains hameaux, ou dans certains villages. Ils ont aussi, eux aussi, ils ont le droit de respirer. Merci. Très bien. Une bonne soirée. Merci de votre attention. Je vais devoir vous quitter. Et oui, on a terminé. On a terminé. Bon courage pour ce mandat qui commence.